Alors, les livres de Michel Onfray, plongeons dans ces livres, c'est important. Tout à l'heure, on évoquait celui de Gandhi. Donc, La pensée de midi, je le disais tout à l'heure, c'est un hommage qui est donné ou dressé pour Albert Camus. Et je voudrais qu'on fasse le lien entre La lueur des orages désirés, qui est le journal hédoniste, donc votre journal, et cette contre-histoire de la philosophie. Pourquoi ce lien? Parce que dans le journal, il y a un chapitre qui s'appelle Racaille, Karcher et philosophie, où vous dénoncez d'une manière assez drôle et assez violente beaucoup de gens qui occupent l'espace médiatique et philosophique d'aujourd'hui, y compris d'ailleurs Jacques Attali, mais aussi Alain Badiou, Hélène Carrère d'Ancourt, l'inénarrable Jean Baudrillard. Et en fait, si j'essaie de simplifier, mais vous allez raffiner derrière, vous les comparez, enfin j'ai compris ça, ils ressemblent un peu aux philosophes célèbres des Lumières, Voltaire, Rousseau, qui n'ont fait que conforter le système en place, dites-vous, qui est un système monarchique et quand même vaguement déiste quelque part, contre les révolutionnaires que vous avez découverts, qui sont des véritables bouts de feu du système en place. Donc est-ce qu'il y a un lien et pourquoi vous les dénoncez? Parce que j'ai quand même senti ça. Non, il n'y a pas de lien. Il y a quand même une attitude commune. Non, pas du tout. Mais alors, allons-y. Le principe, c'était, j'ai un ami au Japon qui me disait, mais on a des images de ce qui se passe dans les banlieues, mais c'est la guerre en France, dit-il. Alors je dis non, c'est pas exactement la guerre. Il dit, mais il se passe quoi exactement? Et je lui ai dit, écoute, il rentre tous les hivers, on passe Noël ensemble, et je lui dis, je te découpe tout ça. Et j'ai archivé, et j'ai cherché ce qui avait été écrit sur les explications qui ont été données. C'était assez consternant, de fait, de voir les explications qui étaient données, qui toutes évitaient la politique, qui toutes évitaient la question du libéralisme, et qui permettaient à chacun d'y aller sur ses obsessions. Alors bon, j'écrirai pas ces choses-là sur Baudrillard parce qu'à l'époque il était vivant, mais c'est vrai que Baudrillard y est allé sur le simulacre, sur le signe, ce qui avait lieu n'avait pas lieu, mais et à l'inverse, ce qui avait lieu, etc. Enfin, tout cette espèce de délire. On retrouve les grands accents de BHL c'était très lyrique, c'était extraordinaire, ça rappelait la barbarie à visage humain. Jacques Attali nous disait des choses extraordinaires comme si... Express, 10 novembre 2005, magnifique banlieue, notre marxien libéral et mondialisé déplore les 20 dernières années d'inaction politique, de l'hypocrisie et d'hypocrisie intellectuelle. Je rêve, que faisait cet intellectuel aux côtés de Mitterrand en jouant l'éminence grise du fossoyeur de la gauche pendant 2 septennats? Question. Question. Non. Vous avez une question. Question, point d'exclamation. Je vais répondre. Je trouvais étonnant que personne n'aborde la question politique et qu'on ait une espèce de grand délire sur ce sujet. Ça a disparu. Il n'y a plus les problèmes des banlieues, dit-on, parce qu'il n'y avait plus les couvertures médiatiques sur ce sujet-là. Ça a disparu et on n'a toujours pas fait d'analyse politique. Et je concluais, alors c'est sur le mode ironique, il aurait fallu aussi le lire de manière ironique. J'ai repris sur les choses qui ont été dites, il y avait Solers aussi et Badiou sur un certain nombre d'interventions comme celle-ci. Et je disais évacuation totale du politique. On ne sait pas d'où ça vient, il n'y a pas de cause, ça descend du ciel. Et je trouvais que peut-être, en ce qui concerne Jacques Attali, effectivement, il y avait un passé qui était aussi un passif chez Jacques Attali qui aurait pu permettre de dire, effectivement, en 20 ans, on n'a rien fait. La gauche n'a rien fait. Quand la gauche est devenue libérale en 83, elle a rendu ces choses-là possibles. Alors un peu d'autocritique aurait permis peut-être qu'on dise que, à partir du moment où la gauche est devenue libérale, eh bien, on a balancé ces gens-là soit dans le désespoir, soit pour d'autres dans les bras de Le Pen. Donc c'était une analyse politique qu'on pouvait faire et qui n'a pas été faite. Alors je reviens, je vais faire ma question longue tout à l'heure dans la version courte. Est-ce que les intellectuels d'aujourd'hui, type Jacques Attali, sont des gens qui finalement aident le pouvoir à se conserver? Et est-ce que, je ne parle pas des œuvres, mais est-ce que de ce point de vue-là, on n'est pas en plein, saute sur l'autre livre, c'est-à-dire sur Voltaire, qui finalement ont conseillé les puissants, comme Jacques, ont éduqué les dauphins, et n'étaient pas en rupture. Pour le coup, vous avez raison, il y a une ligne de fracture. Elle travaille l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée, l'histoire des idées. Il y a les résistants et les collaborateurs. Ça paraît clair. Ça, c'est violent. Non, il y a Attali et collabo. D'accord, non, pardon. Je retire le mot collaborateur. Je n'entendais pas au sens Vichy. Il n'y a pas que ça dans la vie quand on utilise le mot collaborateur. C'est très important. Demandez à François Fillon, il sait bien qu'on utilise le mot indépendamment de la connotation. Je retire, ça peut passer pour une insulte. Je dis, il y a ceux qui sont du côté du pouvoir et ceux qui résistent au pouvoir. Disons-le comme ça, on évitera résistance et collaboration. Vous avez raison, c'est connoté politiquement et je ne voulais pas ça. Il y a des gens qui sont d'un côté de la barricade, où on trouve effectivement les rois, les puissants,
puissants, les gens du jour, ça change de roi, on trouve les mêmes. C'était Mitterrand, c'est aujourd'hui Sarkozy, ce sont toujours les mêmes conseillers qui conseillent. Et je trouve qu'il y a en face des gens, ceux dont je fais l'histoire à l'Université populaire et dans cette contre-histoire de la philosophie, en disant il y a eu des philosophes qui n'ont pas, permettez que j'utilise le mot collaborer en disant que j'ai mis des guillemets, qui n'ont pas collaboré avec les pouvoirs en place, puisqu'on est dans le XVIIIe siècle. Il y a Jean Méliès, il y a Lamétrie, il y a Helvétius, il y a d'Holbach, Sade si l'on veut, dont je dis beaucoup de mal par ailleurs, mais je dis il y a effectivement une pensée de la résistance, une pensée qui résiste au monde comme il est, et je trouve que c'est plutôt de ce côté-là que la critique est intéressante. Et on retrouve au XXe siècle exactement la même chose avec un Sartre et un Raymond Aron, par exemple. Ça continue, et on retrouve la même chose aujourd'hui avec un Luc Ferry. Attali répond et on va, comme je disais, on a déjà vu les perspectives, c'est vrai qu'on voit un ou deux cas particuliers qui sont assez passionnants. C'est vrai que là il fait une césure entre les intellectuels qui se révoltent finalement d'un point de vue social et d'autres qui collaborent avec les puissants, quel que soit le puissant. C'est pas la question. Donc vous seriez la caricature. C'est pas la question de collaborer avec le puissant, même si le mot a des connotations multiples. Non, la question c'est de savoir si on est simplement un intellectuel qui agite des concepts, qui dit tout va mal, et puis qui ensuite se renferme dans son coin pour dire ça va, je vous l'avais dit, ou si on estime qu'il faut agir. Alors moi je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les intellectuels qui pensent sans agir et les gens qui agissent sans penser. Moi j'estime qu'il faut faire les deux. Je trouverais scandaleux, irresponsable, je ne pourrais pas me regarder dans un miroir si j'avais écrit un article comme celui-là et si j'avais pas agi. Or j'ai agi immédiatement après la presse. Vous avez l'impression que je n'agis pas, moi? Non mais je vous parle pas. J'ai créé l'Université populaire, je ne dis pas, vous me parlez, je ne vous ai pas critiqué. Je ne vous ai pas critiqué, c'est vous qui me critiquez. Non, vous me dites il y a ceux qui... Non, j'entends que je ne vous ai pas critiqué. Vous êtes un penseur qui agit. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est vous qui m'avez critiqué, moi je ne vous ai pas critiqué. Et j'allais dire que c'était très bien votre université populaire. C'est de l'action. Eh bien, cet article, il a donné quoi? Il a donné un grand programme que j'ai lancé dans les banlieues, où nous aidons les gamins dans les banlieues à créer leurs entreprises. Nous avons trouvé de l'argent pour le faire, nous avons des gens sur le terrain, et nous avons créé des centaines, des milliers d'emplois à la suite de cet article. Moi, je ne fais pas simplement des articles pour dire ça va mal, ou comme vous, des livres pour dire rien ne va bien, et puis je fais des cours, et je fais ma publicité autour des cours. Je dis pas ça. Je fais beaucoup pour le microcrédit. Et je fais beaucoup d'actions. Et je pense qu'on ne peut pas, c'est scandaleux, d'être un intellectuel qui est dans son coin et qui simplement se monte devant les médias et qui ne fait rien. Je travaille, j'écris mes livres. Moi, j'écris mes livres en plus. Eh bien, moi aussi, monsieur. Je ne sais pas ce que vous voulez. Vous voulez dire quoi? Non, pas d'allusion. Il n'y a pas d'allusion. Si, il y a une allusion inacceptable. J'écris aussi mes livres. Eh ben oui. Bon, alors. Tout le monde est au courant, tout le monde l'a su. Donc je dis simplement Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais attendez, vous êtes en train de dire, il y a les intellectuels, il y a les intellectuels qui agissent, et puis vous, ben oui, et puis il y a vous qui n'agissez pas. Non, je n'ai pas dit vous, c'est vous qui me critiquez, moi je vous critique pas. Vous ne savez pas ce que je suis, ce que je fais, vous ne misez pas ce que... Je m'en fiche. Alors vraiment, je m'en fiche. C'est vous qui me critiquez, moi je vous parle pas. Non, c'est pourquoi il faut éviter de dire que je fais des choses où je ne fais pas, que je dis des choses où je ne dis pas, et que j'écris des livres. Mais je ne critique pas, je dis vous avez été 20 ans chez Mitterrand, vous êtes aujourd'hui, c'est Sarkozy, c'est pas vous critiquer. C'est faux, c'est doublement faux. Ce qui vous ne savez pas, puisque je l'ai écrit, c'est que j'ai quitté l'Élysée. J'ai quitté l'Élysée parce que je trouvais que ça ne suffisait pas comme action et je suis parti ailleurs. Je ne suis pas resté 20 ans comme vous dites, j'en suis resté 8, premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas chez Sarkozy ni chez personne, je préside une commission librement qui va rendre des conclusions librement. Je ne suis pas dans l'action et je fais, j'estime, un métier d'intellectuel qui ne se contente pas de réfléchir aux philosophes du XVIIIe siècle, oubliés sans doute à juste titre, mais qui propose des choses concrètes pour changer concrètement la vie des gens avec mon intelligence. Je n'ai jamais dit le contraire. Merci, vous avez dit le contraire. J'ai pas dit ça. Je dis simplement que vous n'avez pas le droit de dire. Moi j'aime bien l'action aujourd'hui suppose la politique et la politique suppose l'économie. Mais la politique, c'est pas la politique. C'est pas la politique politicienne, on fait de la politique ailleurs que dans les partis, ailleurs qu'à l'Élysée, ailleurs que dans un ministère. La politique, ça n'est pas que ça. La politique, c'est d'agir sur le terrain, de faire des choses en relation avec... Je vais essayer d'aller plus profondément dans ce que vous racontez, Michel. J'essaie d'aller plus profondément sur le terrain, donc je vous permets pas de dire que je l'ai tout à l'heure. Non mais à un moment, Michel, à un moment, parce qu'on parle du système politique justement, c'est important, qu'est-ce qu'on lègue aux enfants? À un moment, il y a tout un chapitre, et pour ça que c'est toujours compliqué, mais en même temps, on va essayer de faire le lien entre les deux livres, où vous parlez de la représentation politique, c'est-à-dire d'une majorité qui nie sa minorité, et donc vous ajoutez, puisqu'on revient à la conversation de tout à l'heure, socialement, vous dites quid des fils de femmes de ménage, quid de tous ces gens qui sont parents. C'est vrai, c'est au cœur du livre. Donc là, c'est quelque chose qui vous est toujours, enfin, qui est très sensible chez vous. Vous l'avez toujours dit, vous l'avez même écrit dans un précédent livre concernant votre propre histoire, qui était l'histoire d'un enfant. Le ministre le disait tout à l'heure, on le constate.
On le constate. Donc c'est deux biographies finalement qui se heurtent, j'ai l'impression, tous les deux. Ah non, mais ce sont deux conceptions du monde. Ce ne sont pas deux biographies. Moi, je pense si, pas dans le précédent livre, vous disiez, moi, mon père était ouvrier, ma mère était femme de ménage, et ça a contribué largement à façonner ce que j'écris. Oui, mais je ne connais pas les origines de Jacques Attali et je ne le lui reprocherai pas. Ce sont pas deux biographies. Mais on sera toujours dans l'incompréhension. Non, on a deux idées de vision du monde, de perception des choses qui ne sont pas les mêmes. C'est très bien, ça fait c'est une action intellectuelle, c'est tout. Moi, je respecte la vôtre parce que j'estime que vous faites à l'université populaire respectable. Je vous demande de respecter la mienne. Mais qui vous a dit que je ne la respectais pas? C'est ce que vous écrivez. Non, je dis pas ça. Écoutez, c'est dans un ensemble, pour être honnête, c'est dans un ensemble sur les Karcher où tout le monde y passe. C'est un peu vrai. Sur cette question des banlieues, j'ai trouvé effectivement qu'il n'y avait pas d'analyse politique. Donc remettons dans le contexte. De fait, on peut sortir la phrase, je l'assume, je l'ai écrite. On peut la sortir. Elle était dans un contexte qui me permettait de dire que les intellectuels qui défendent aujourd'hui le libéralisme, dont Jacques Attali, et c'est pas honteux. Mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Ah bon? Non, lisez mes livres. Non, pas du tout. Ah bon? Vous n'avez pas lu mes livres, j'ai écrit. Si, j'ai lu votre Marx, si je parle du Marx. Eh bien, Marx, c'est une biographie, c'est pas un essai. Vous savez la différence entre une biographie et un essai. C'est une biographie. Ah oui, il y a des essais qui ne sont pas des biographies, des biographies qui ne sont pas des essais. C'est un sujet important parce que vous saviez la différence entre une biographie et un essai. Je plaisante. Eh bien, c'est pas du tout la même chose. Par contre, j'ai écrit des essais. C'est une biographie qui est un essai. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une biographie. Mais j'ai aussi écrit des essais sur la façon dont je pense la société idéale. Oui. Et ces essais n'ont rien de libéral. Alors, je vous demande de les lire. Je termine sur donc les ultras, les lumières. Donc là, c'est un journal. Je voudrais signaler que dans ce journal, il y a une des passions qu'on retrouve chez Onfray, qui est la cuisine, avec un éloge d'un cuisinier espagnol et un éloge de Philippe Starck, dont vous considérez que les objets présentent un caractère à la fois démocratique, au contraire d'un certain nombre d'œuvres d'art, et voluptueux, ça il le lira, ça lui fera très plaisir. Mais revenons sur le fondement de la réflexion qui occupe toute cette contre-histoire de la philosophie. Et là, dans sa période 18e, cet abbé, par exemple, qui ouvre le livre, qui finit par écrire pendant 10 ans de sa vie, de 55-65 ans, un livre qui s'appelle Le Testament, et vous dites, au fond, en matière de révolte, il a tout inventé. Qui est-ce ? On ne connaît pas son visage, on sait peu de choses de sa biographie. C'est Jean Méliès, il était curé des Trépigny dans les Ardennes, et pendant toute son existence, il a fabriqué ce qu'on a appelé le Testament. Et c'est la première déclaration de guerre à Dieu, à la monarchie, à la relation entre la pensée, le pouvoir, les imbrications entre le christianisme et puis la monarchie. C'est une analyse critique c'est la première, avant Richard Simon, la première exégèse biblique où il nous dit mais ça déconne partout les évangiles synoptiques, c'est une chose, le contraire, encore autre chose. Et c'est un gros texte de 1000 pages et il disparaît. Et Voltaire récupère ce texte et taille ce texte. C'est pour ça qu'il y a... Je sens que vous êtes dans une logique voltairienne, et moi je ne suis pas voltairien, mais il y a un courant dans lequel on trouve Voltaire et quelques autres, et Montesquieu, et qui sont des gens tout à fait respectables. Et puis en face, un Jean Méliès qui est gênant, parce qu'il est communiste, il est anarchiste, il est athée, et Voltaire dit on va transformer ce texte pour en faire un texte déiste, pas critique à l'endroit de la monarchie, et je dis voilà, c'est un endroit... Lui qui dénonce son Seigneur, qui dénonce la fameuse nuit catholique alors qu'il est curé, quoi. Oui. Et qu'il vit avec sa servante. Il vit comme prêtre, et il sait très bien que s'il déclare son athéisme... Mais est-ce que ça veut dire... Parce que je vois Attali qui est d'une certaine manière à la fois en colère et un peu bouleversé, parce que est-ce qu'il n'y a pas moyen, je ne sais pas... de parler ensemble de tout ça, ou est-ce qu'irrémédiablement, pour des raisons qui tiennent à on est pour ou contre les puissants, on va s'affronter à l'infinitum? Le pouvoir, c'est pas les puissants, on est contre l'action. Moi, j'estime que agir au centre de l'État, j'ai refusé d'être ministre. François Mitterrand a dit qu'il me l'a proposé publiquement, donc je peux le dire. J'ai refusé à plusieurs reprises d'être ministre. Mais j'estime qu'un intellectuel qui pense doit agir. Et agir au centre, là où on a le bras de levier le plus fort, c'est au centre de l'État. Sans rien en attendre. Sans rien en attendre. Je vous suis sur la moitié. Et je pense que c'est nécessaire. Parce que c'est au centre de l'État, c'est comme je l'ai fait aussi au centre de l'action internationale, dans les institutions internationales, qu'on peut changer le monde. C'est pas simplement en étant dans son aventin à écrire des textes imprécatoires. C'est-à-dire que si la pensée alternative, la critique du libéralisme ou la pensée libertaire, y compris dans sa grande tradition, parce qu'avant le testament de l'abbé Méliès, il y a eu quand même des libertaires au XVIIe siècle qui allaient très loin dans la critique de la religion. Mais qui ont été très loin au XVIIe siècle aussi, tout de même. Mais qui pillent. Oui, mais bien entendu, j'ai bien compris. Mais je veux dire, il y a eu quand même une longue tradition libertine. On ne peut pas dire que cette posture
soit constitutive en soi d'une action publique. Aujourd'hui, être considéré que le libéralisme est en soi un mal, c'est évidemment chercher une politique alternative dont on n'a d'exemple nulle part. Où est-ce qu'il faudrait que nous cherchions un meilleur modèle pour rendre les gens heureux ou pour faire une société qui aille mieux? Est-ce que les banlieues allient mieux? Je ne sais pas, par exemple, dans la Russie soviétique. Est-ce qu'elles vont mieux dans des pays qui ont été placés sous un développement marxiste brutal, comme par exemple en Afrique à un certain moment? Est-ce que finalement, la critique politique que vous souhaitez... Frère, je ne sais pas pour le défendre, mais il ne se définit pas comme marxiste. Non, mais je n'ai pas dit ça. Je dis ça sur la pensée. Je dis simplement, Albert Camus. Est-ce que le fait de considérer que les analyses qui ont été portées sur des faits sociaux qui sont catastrophiques, que cette analyse n'était pas politique, qu'elle ne touchait pas au cœur d'une structure politique qui est ici dénoncée, qu'on appellera le libéralisme pour aller plus vite. Est-ce que ceci est constitutif d'une proposition alternative? C'est ça que je cherche à comprendre, c'est ce que je voudrais comprendre et que je ne sens pas, si vous voulez. De même que je suis toujours étonné, je dis Michel Onfray depuis longtemps, c'est une œuvre qui ne laisse pas indifférent, je suis toujours très étonné qu'il considère à ce point que le poids du christianisme ou de la religion soit si fort encore dans les sociétés modernes. Moi, je ne le sens pas du tout. En particulier sur cette idée qu'il y aurait une sorte d'oppression religieuse qu'on peut se réjouir, de se sentir bien, de profiter de la vie, etc. Est-ce que c'est vrai, ça, finalement? Est-ce qu'autour de nous, nous le voyons? Moi, je ne le sens... Il y a deux questions. Enfin, deux sujets différents. J'y réponds dans Politique du rebelle, en disant que, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure à Jacques Attali, d'accord sur la moitié de votre raisonnement, je pense effectivement que il y a un moment où le pouvoir, ça n'est pas le lieu du pouvoir. C'est pas dans le lieu du pouvoir, c'est pas dans un ministère. Vous savez très bien que le pouvoir est plus grand. C'est pas ici que ça se passe. C'est pas forcément non plus à l'Élysée. Et je dis que après Deleuze, Foucault et toute cette pensée-là, pensée critique des années 70, ces gens-là nous disent il n'y a plus de fascisme ou d'État, ça n'existe plus, il n'y a plus que des micro-fascismes, donc il n'y a plus que des micro-résistances possibles. Et je théorise dans un livre qui s'appelle Politique du rebelle la possibilité des micro-résistances. Et bravo pour ce que vous avez fait sur les microcrédits. Je trouve que ces opérations-là sont des occasions de faire de la politique autrement. Et je fais de la politique autrement. Alors c'est peut-être moins visible, c'est peut-être moins médiatique, parce que c'est pas ici que je la fais, la politique, c'est dans des endroits où je suis, où je vis et où je travaille, et où je pense que la résistance au libéralisme, elle ne se fait pas par une révolution de type marxiste, j'ai toujours été anti-marxiste, je n'ai jamais été communiste, et je suis dans des perspectives de socialisme libertaire, voilà pourquoi je fais l'éloge d'un Jean Grenier, d'un Albert Camus ou d'un Louis Guillou, en disant faisons partout où nous sommes des micro-résistances, le microcrédit je trouve que c'est une excellente chose, et il y a plein d'occasions de micro-résistance qui sont autant d'occasions, j'appelle ça le principe de Gulliver, avec une multiplicité de liens, d'entraver un géant qui sinon ne peut pas s'entraver. Et je ne crois pas à la révolution, je ne crois pas au lendemain qui change, je ne crois pas à l'abolition du salariat, du capitalisme ou du libéralisme. J'ai passé cet âge-là, je dirais. Et nous avons tous à peu près passé cet âge-là. Et je trouve qu'il y a un travail à faire qui est un travail deleuzien, disons-le comme ça, une politique deleuzienne qui suppose, loin des caméras de télévision, parce que ce que je fais n'est pas médiatisé, pas plus que ça. Si on fait des choses à Caen, on fait des choses à Argenton où je vis et où je travaille, qui sont des occasions de dire on donne de la culture, du savoir, on transmet, on fait un concert de la musique de Nietzsche avec une conférence qui va avec un 25 août, jour anniversaire de la mort de Nietzsche, sous un chapiteau que je me suis débrouillé pour acheter sans faire de bruit. Par contre, et on a 500 personnes dans une ville de sous-préfecture de 17 000 habitants. C'est faire de la politique. Parce que je crois qu'on peut en faire dans les ministères probablement, mais on peut en faire ailleurs. Et puis deuxième chose, et je serai rapide sur la deuxième question, le christianisme, il n'est plus dans les églises. Les gens ne sont plus dans les églises. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus dans les têtes. Il ne se trouve pas dans les têtes ou dans les pensées. Foucault appelait ça une épistémée, c'est-à-dire une espèce d'imprégnation. Il y a une imprégnation judéo-chrétienne, y compris chez les athées, y compris chez les gens qui n'ont pas eu de formation catholique. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais on pourrait voir ça sur la question juridique, sur la question esthétique, sur la question pédagogique, sur la question des bioéthiques. Tout ça suppose que nous ayons 20 siècles de christianisme derrière nous, et c'est pas rien. Et y compris aujourd'hui dans l'espèce de jouissance consumériste qu'on nous propose, l'espèce de souffrance qu'on inflige aux femmes avec le modèle idéal d'un corps auquel on ne ressemblera de toute façon jamais. Tout ça, ça suppose une espèce de douleur, de souffrance, et ça suppose un corps chrétien. Et ça, j'ai raconté dans un autre